Bonjour Amel. Mes chers collègues, bonjour à tous. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui nos 3 plus grands énergéticiens pour échanger sur la crise énergétique que nous traversons actuellement, que l'on peut, je crois, qualifier de grave. C'est une première au Parlement, donc je tiens à vous remercier tous les 3 d'avoir accepté cet exercice inédit. Madame MacGregor, directrice générale d'Engie, Monsieur Pouyanné, président directeur général de Total, et Monsieur Marc Benayoun, en charge du pôle client, services et territoires d'EDF. Vous avez publié tous les 3, il y a quelques semaines, une tribune intitulée « Le prix de l'énergie menace notre cohésion ». Vous y rappelez votre engagement à préparer l'hiver prochain. Cet engagement passe, selon cette tribune, par une diversification des approvisionnements, un remplissage des stockages, des importations de gaz naturel liquéfié, on en reparlera, je pense, dans la loi qui arrive, et une remise en fonction des installations. Vous appelez aussi nos concitoyens à agir, plaidant pour un grand programme d'efficacité énergétique et une chasse au gaspillage façon crise du pétrole il y a quelques décennies. Vous souhaitez le renforcement de la solidarité européenne. Vous rappelez enfin votre engagement en faveur de l'atteinte de la neutralité carbone. Les préoccupations que vous relevez dans votre tribune, nous les partageons ici, puisque dès le 24 février, le jour de la guerre russe en Ukraine, nous avons adopté à l'unanimité un rapport sur la sécurité d'approvisionnement. Quelques jours plus tard, nous avons proposé 5 mesures d'urgence pour sortir de la dépendance au gaz russe, parmi lesquelles la révision du principe du coût marginal, l'accélération des projets de biogaz en attente, par exemple. Le 15 mars, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, avec des parlementaires issus de 27 États membres, nous avons fait adopter des conclusions en faveur d'une sortie de la dépendance aux importations russes d'hydrocarbures, mais aussi de métaux critiques. Enfin, le 30 mars, l'Agence internationale de l'énergie est venue ici nous présenter ses préconisations pour faire face à la crise en matière de gaz et de pétrole. C'est dire si nous sommes attentifs à ces questions, mais aussi actifs à donner des recommandations. C'est donc la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi la vôtre, de faire en sorte que les Français puissent cet hiver se chauffer, se déplacer et travailler dans des conditions acceptables par tous. Dans ce contexte, je souhaiterais donc vous poser plusieurs questions à tous les 3. Tout d'abord, quel est précisément pour vous l'impact de la guerre russe en Ukraine sur votre activité? La presse parle parfois d'un nouveau choc pétrolier, d'une économie de guerre. Est-ce que vous partagez cette analyse? Sommes-nous prêts sur le plan de l'offre pour l'hiver prochain et les suivants? Le gouvernement a récemment dévoilé un projet de loi sur le pouvoir d'achat dont un volet est consacré à la souveraineté énergétique. Ce volet vous semble-t-il suffisant ou doit-on faire plus pour développer de nouveaux projets renouvelables, voire des projets nucléaires à plus long terme? J'ai évidemment des questions sur votre appel à une mobilisation citoyenne. L'Agence internationale de l'énergie a appelé devant nous à réduire le niveau de chauffage des logements d'1 degré ou la vitesse de circulation de 10 km/h. Ces pistes sont-elles prometteuses? Quels secteurs, quels équipements, quelles pratiques nécessitent, d'après vous, de faire l'objet d'une attention spécifique? La question la plus difficile, au moins à court terme, est celle de la conciliation entre la sécurité d'approvisionnement et la neutralité carbone. Lorsque l'on voit que le gouvernement souhaite revenir sur l'arrêt de 4 centrales à charbon alors qu'il a mené à bien la fermeture de 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim, n'avons-nous pas à apprendre beaucoup de ce sujet en matière d'anticipation? Si oui, quelles sont vos préconisations pour la future loi quinquennale et de programmation pluriannuelle de l'énergie? Enfin, dans quelle voie doit s'engager le marché européen de l'énergie? Il y a une question financière. Comment financer les investissements identifiés dans le plan REPower de plusieurs dizaines de milliards dans les infrastructures électriques, gazières et pétrolières? Une taxe sur les énergéticiens, beaucoup débattue dans la presse, vous semble-t-elle utile? Je crois savoir votre réponse. Il y a également une question programmatique, une question d'objectifs. Comment, selon vous, atteindre les objectifs fixés par le paquet ajustement 55 que la Commission propose encore de relever dans le contexte de guerre? Je vous laisse donc la parole pour répondre à ces questions, puis mes collègues vous interrogeront et je vous proposerai évidemment en premier lieu d'entendre Daniel Grémillet sur ces questions à la suite de vos interventions. Je vous propose de commencer par Engie,
puis par Total et puis par EDF, mais vous vous êtes déjà assis dans cet ordre-là. Voilà, Madame MacGregor. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc je vais, dans mes propos liminaires, je crois, apporter quelques éléments de réponse à vos nombreuses et légitimes questions, en particulier, bien sûr, du point de vue un petit peu d'Engie. Peut-être un point un peu général sur le système énergétique européen et donc français, puisqu'il faut savoir que ces systèmes énergétiques sont quand même très, très connectés, et qui a été en fait la source et l'origine de notre tribune, puisqu'effectivement, le système énergétique que nous connaissons est clairement aujourd'hui mis sous tension, avec des difficultés sur l'approvisionnement en gaz, bien sûr, comme conséquence de la guerre en Ukraine, mais d'autres éléments dont peut-être vous n'avez pas forcément connaissance, par exemple des difficultés techniques aux États-Unis avec un terminal de liquéfaction qui est en panne et donc qui réduit les capacités des États-Unis d'exporter le gaz naturel liquéfié. La Norvège, qui est typiquement un très bon fournisseur, aussi a connu des problèmes et en connaît encore aussi récemment qu'hier. Donc l'idée de dire que les livraisons de gaz, bien sûr, sont affectées par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Sur le parc électrique, et bien sûr mon collègue d'EDF en parlera plus, on voit en particulier la conséquence de la sécheresse, mais aussi des problèmes de disponibilité du parc nucléaire. Et en général, important de noter que cet été, la France importe de l'électricité, ce qu'elle ne faisait pas l'été dernier. Donc on est vraiment dans une situation qui est différente du passé, avec une part de CCGT, donc de la production d'électricité à partir de gaz aussi, qui est relativement importante. Donc si on regarde la part d'électricité produite à partir du gaz et les imports, on est à peu près à 15%. Avec bien sûr, en conséquence, la flambée des prix de l'énergie que vous connaissez. Et c'est un peu ce qui a motivé cette tribune, puisque en tant qu'énergéticiens, tous les trois, nous avons vraiment une vue assez... un angle assez particulier sur ce système énergétique et nous avons jugé qu'il était important, que nous avions une responsabilité, qu'il était important que nous puissions sensibiliser les Français sur cette situation énergétique, française donc et aussi européenne, qui est donc bien sûr avant tout un sujet d'offre. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait ouvrir le dialogue sur des mesures que nous pouvions prendre collectivement et alors là, plus porter sur les sujets de demande pour pouvoir avoir des solutions à ces sujets d'offres sur lesquels, bien sûr, nous sommes collectivement extrêmement actifs. Il s'agit bien donc d'économiser l'énergie, donc économiser, bien sûr, l'électricité dès maintenant, parce que nous avons ce sujet d'importation et ce sujet de consommation de l'électricité à partir du gaz, qui fait que toute électricité qu'on peut éviter de consommer dès cet été veut dire que nous aurons plus de gaz maintenant, et évidemment pour l'hiver. Alors, quelques points d'action sur les sujets d'offres. Nous mettons chez Engie, bien sûr, et je sais que Patrick Pouyanné et mon collègue Marc Beyanoun va en parler également. Nous mettons bien sûr en action des leviers pour agir sur l'offre, avec des possibilités d'accélération, bien sûr. Donc, depuis le premier jour et après... La guerre en Ukraine, l'idée étant bien sûr de sécuriser nos approvisionnements de court terme le plus possible, avec en particulier des leviers de diversification des sources d'approvisionnement, en utilisant tous les contrats long terme, en signant des nouveaux contrats avec d'autres fournisseurs tels que la Norvège, l'Algérie, les États-Unis. Une grande focalisation sur le remplissage des stockages de gaz, stockage qui se passe bien. Ce remplissage se passe bien. Aujourd'hui en France, on est à peu près à 70% de remplissage, ce qui est plutôt plus élevé que d'habitude à cette époque de l'année. Donc ça, c'est plutôt très positif. Et puis, même une installation d'une unité flottante de stockage, et ça, c'est bien sûr, Patrick vous en parlera un peu plus en détail, mais bien sûr, Engie, nous nous assurerons que les connexions au réseau du gaz sont faites en temps et en heure. Après, il y a bien sûr des actions de moyen terme. Et là, on est vraiment dans une logique d'accélération de la transition énergétique, parce que, Madame la Présidente, vous m'avez posé la question. Moi, j'ai une conviction extrêmement forte qu'au contraire, cette transition énergétique, qui était une réponse à l'urgence climatique, devient également une réponse aux problèmes de souveraineté énergétique, puisque la transition énergétique, si on la mène bien, on aura beaucoup plus d'énergie renouvelable, d'énergie produite localement, que ce soit dans l'éolien et solaire, mais également sur le biométhane. Donc bien sûr, pour nous, une opportunité d'accélérer la transition énergétique avec bien sûr des difficultés, bien sûr des défis, bien sûr à court terme, potentiellement, vous l'avez dit,
des petits pas de côté, voire des petits pas de recul, mais l'idée quand même directionnellement, c'est bien d'accélérer sa transition énergétique avec la nécessité d'avoir et de développer pour la France, pour l'Europe, un mix équilibré où toutes les technologies ont leur place. Je pense qu'il faut reconnaître que la robustesse d'un système énergétique doit passer par la coexistence de plusieurs technologies, chaque technologie ayant en elle-même une ou des vulnérabilités, et que la vraie résilience viendra d'un mix énergétique équilibré. Donc éolien, donc solaire, donc nucléaire, donc hydro, et donc bien sûr le gaz, dont le biométhane et le gaz qui sera de plus en plus décarboné. Donc pour cette transition, c'est extrêmement important et c'est pour ça que je crois que nous avons accepté de très bon cœur de venir à ce débat. Il faut apporter le plus possible de la rationalité et j'espère que ce besoin de souveraineté énergétique permettra d'apaiser les débats. On a vu par exemple beaucoup d'émotions autour de l'éolien. Je ne sais pas si le sujet viendra, mais je pense que si on pouvait pacifier les discussions autour de ces sujets, car après tout, l'éolien, quand il est bien fait, quand il est fait de manière responsable, c'est de l'énergie produite en France et en Europe. Donc, nous avons bien sûr chez Engie des objectifs importants en termes de développement d'énergie renouvelable, que ce soit sur l'électrique, le biométhane, et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et bien sûr, nous saluerons la loi d'accélération de la transition qui va venir en débat au Parlement, qui pourra permettre, je l'espère, d'accélérer ces énergies renouvelables, encore une fois, que ce soit électrique ou renouvelable. Enfin, troisième point, et là j'arrive sur le sujet plutôt de la demande, j'ai parlé de l'offre, maintenant je passe à la demande. Il s'agit bien sûr de travailler sur la consommation et sur les clients, et avec cette idée de sobriété énergétique, une idée où chaque petit geste compte. Alors, bien sûr, en tant qu'industriels, nous devons d'être exemplaires. Donc, nous avons pour nous-mêmes des opérations d'efficacité énergétique importantes sur notre parc immobilier. Aujourd'hui, bien sûr, nous pilotons la clim avec 1 degré en plus. Donc aujourd'hui, la clim dans nos bureaux, et je peux vous dire, hier, on avait assez chaud, hier, à la Tour T1 chez Engie, puisque la clim ne se déclenche qu'à partir de 26 degrés. Chaque petit geste compte, et je pense que c'est vraiment le message qu'on a voulu passer dans la tribune, c'est que chaque petit geste compte. Et donc une sensibilisation, bien sûr, de nos collaborateurs, en particulier à la sobriété énergétique. Pour nos clients, nous avons bien sûr fait évoluer nos offres pour les clients en particulier. Je pense que mes collègues vont avoir le même type d'initiative, donc je vais aller assez rapidement, mais des offres de pilotage, que ce soit en gaz ou en élec, le pilotage est vraiment extrêmement important, permettant à nos clients de vraiment comprendre comment piloter au plus fin leur consommation et donc typiquement réduire. Et on voit typiquement quelqu'un qui pilote sa consommation peut réduire jusqu'à 15% d'énergie en le faisant de manière assez fine. Donc on est en train vraiment de déployer ces solutions, ainsi que des solutions, quand c'est possible, d'optimisation de consommation électrique. Sur nos clients professionnels, bien sûr, un accompagnement avec 3 types de solutions. Bien sûr, les réseaux locaux d'énergie, la production d'énergie sur site, la performance et la gestion d'énergie, où nous essayons de les aider à décarboner le plus possible leur consommation, mais aussi de leur apporter des solutions d'efficacité énergétique. La tribune a parlé de gestes simples. Nous avons pas mal d'idées. Je pense que, en particulier, des sujets autour de la production et la consommation d'eau chaude peuvent être des idées qui sont très importantes. Je ne sais pas si vous savez, mais la consommation de gaz pour la production d'eau chaude sanitaire dans le résidentiel, c'est à peu près 15% de la consommation. Donc, dès qu'on peut baisser un petit peu l'eau chaude, on a un impact en fait sur la consommation de gaz. Et donc là, on a quelques idées assez concrètes qu'on pourra partager avec vous. Ainsi, bien sûr, que des campagnes de consommation que nous allons accélérer, type campagne, 1 degré de moins, chaque degré de moins, et là on parle bien sûr pour l'hiver, donc c'est 1 degré de plus en clim et 1 degré de moins en hiver, telles campagnes qui seront absolument importantes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour mes propos liminaires, et bien sûr je serai disponible pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Et je passe la parole donc à... Merci Madame Bragard. Monsieur Pouyanné. Bonjour Madame la Présidente, bonjour. Oui, Total Énergie, pas Total, c'est compliqué, mais le mot énergie est important, surtout par les temps qui courent, puisque l'entreprise a changé, a profondément modifié sa stratégie pour ajouter au pétrole, que tout le monde connaît, le gaz qui est très présent, puisqu'on est le 2e acteur mondial dans le gaz naturel liquéfié qui devient célèbre.
Certains nous demandaient pourquoi on se positionnait. Les événements en ce moment nous donnent raison. Et puis on devient un électricien à base d'énergie renouvelable et de gaz. Donc d'abord, vous le savez, l'énergie, c'est 3 piliers pour ce qu'on réfléchit à l'énergie. C'est les consommateurs, les clients, ils veulent une énergie disponible, c'est la sécurité d'approvisionnement. Ils veulent une énergie abordable, je dirais même pas chère, parce que c'est juste essentiel pour le pouvoir d'achat, mais aussi pour le développement économique et social, où que ce soit dans le monde. Et ils veulent une énergie durable, c'est le climat. Le débat a été pas mal depuis quelques années, depuis 2015, orienté sur le climat. Les événements de la crise ukrainienne ont tendance à rebalancer, à rééquilibrer, je dirais, ce débat, nous rappelant qu'il y a bien les 3 piliers et que l'art d'une politique énergétique que doivent mener les États, c'est effectivement d'être capable de combiner les 3 impératifs. Mon expérience depuis 25 ans dans l'énergie, je dois vous avouer que c'est le plus gros impératif des 3, c'est le prix. Partout dans le monde, où que je l'observe, il n'y a qu'à voir les réactions dans nos pays qui est développé et riche, la réaction dès que le prix de l'énergie monte. Bon, quand l'énergie baisse, on n'entend pas parler, d'ailleurs, parce qu'on a quand même vécu les 2 dernières années, avant 2022, des prix extrêmement bas, mais quand elle monte, tout le monde réagit. Donc, la réponse à ce débat, c'est qu'en fait, et d'ailleurs tout ça, c'est la question, vous l'avez posée, la transition énergétique, c'est que profondément, il faut qu'on soit capable de mener une politique et de planifier ce qu'on veut faire. Si on veut réussir cette transition, il faut la planifier. Je trouve que les mots planification sont apparus dans les titres des membres du gouvernement. Ça me paraît extrêmement souhaitable. On ne peut pas continuer à faire cela simplement, je dirais, de façon émotionnelle, en désordre. Pourquoi faut-il le planifier ? Parce que le système énergétique actuel, alors ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas... même si la France dépend aussi quand même largement des énergies fossiles. Le nucléaire, c'est l'électricité, mais l'électricité ne fait que 25-30% de notre énergie. Donc il faut se rappeler qu'il y a tous les autres usages qui sont chauffage, transport à base d'énergie fossile. Notre système actuel, il est à base d'énergie fossile. Et ce que nous devons faire, planifier, c'est construire le nouveau système énergétique décarboné. C'est une tâche que des fois je qualifie de prométhéenne. C'est des trilliards de dollars. Il faut passer aujourd'hui, l'industrie mondiale de l'énergie investit, en gros, disons, 2 trilliards de dollars par an. Il faut être capable de doubler dans les prochaines années, passer 4, c'est ce que dit l'AIE. Donc il faut énormément augmenter et construire ces nouvelles énergies. L'erreur qu'on est en train de faire, je dirais, c'est qu'on veut en même temps construire le nouveau système et détruire celui qui nous fait fonctionner, vivre aujourd'hui, c'est-à-dire ces énergies fossiles. On ne pourra le détruire ou le diminuer que si on a déjà construit la nouvelle offre. Aujourd'hui, l'offre d'énergie décarbonée, c'est en gros 15% du mix mondial, c'est pas 50%. Donc il faut qu'on arrive à combiner les 2 aspects. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a eu tout un débat autour récemment, d'ailleurs dans le cadre de la taxonomie européenne, sur le nucléaire, le gaz. La vérité, c'est que ce n'est pas le nucléaire contre le gaz, il nous faut les 2, il nous les faut ensemble. Le gaz est une énergie de transition, d'ailleurs on est en train de le redécouvrir avec notre affaire russo-ukrainienne. Et je pense que c'est important de garder cela en tête. Alors, maintenant, le débat est aussi beaucoup sur l'offre. On a l'impression que pour faire la transition énergétique, bien sûr, je viens de le dire, il faut construire une nouvelle offre décarbonée. Mais pourquoi on a besoin de cette transition ? La transition pour sortir des fossiles ne sera possible que si la demande d'énergie fossile baisse. Ou la demande tout court, la demande d'énergie, je vais revenir sur les économies, mais également la demande d'énergie fossile. Or, aujourd'hui, nos voitures, elles fonctionnent avec du pétrole, nos camions, nos bateaux, nos avions. Si on fait on mène la politique qui est en train d'être mise en œuvre depuis quelques années, consistant à dire on investit moins dans le système fossile et que la demande ne baisse pas simultanément, l'ajustement se fait par le prix. Et ce qui se passe en ce moment, c'est pas seulement des effets violents et brutaux de la crise russo-ukrainienne, c'est aussi le fait que nous avons fortement diminué, depuis 2015, les investissements dans les énergies fossiles au niveau mondial. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu les prix ont baissé, donc il y a eu une réaction des acteurs, et qu'en fait, d'ailleurs, on y dépense à peu près 400 milliards par an, ce qui est à peu près le niveau que l'AIE nous dit qu'il faudrait pour être net zéro. Le problème, c'est que la demande, elle continue à monter au niveau planétaire, parce que la population augmente. Et donc, on a aujourd'hui une espèce de déséquilibre entre une demande qui a continué à monter, une offre. Et alors, naturellement, vous le savez, dans le métier des pétroliers et des gaziers, il y a une caractéristique, contrairement d'ailleurs aux énergies renouvelables que j'aime de plus en plus, c'est que si nous n'investissons pas, chaque année, on perd 4% de notre capacité de production, parce que les puits perdent de la pression. Donc quand on n'investit pas, chaque année, on perd 4%. Ce qui veut dire d'ailleurs que le jour où on décidera qu'on a assez d'énergie décarbonée, c'est pas très compliqué pour mon entreprise,
à ce moment-là, de baisser ma production de pétrole et de gaz. Il suffira qu'on décide d'arrêter d'investir. Aujourd'hui, si je le fais, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que je ne suis pas capable à ce moment-là d'assurer la demande. Mais au moment où on va voir, et c'est pour ça qu'on a engagé cette stratégie pour ajouter l'électricité pour préparer le futur, au moment où on va voir la demande de pétrole commencer à baisser, eh bien à ce moment-là, naturellement, eh bien, il suffira qu'on investisse moins et on verra 3 ou 4% d'économies par an, 3 ou 4 fois 20 ans, ça va vite. Donc voilà, donc c'est un point qu'il faut avoir en tête. Alors après, sur la demande, comme on l'a dit dans cette tribune, moi je suis ravi de m'être associé à mes 2 collègues, les 3 électriciens ensemble, ce qui prouve que le sujet est important. Chacun d'entre nous, individuellement, aurait eu probablement moins de portée. Ce que j'observe dans les sondages après cette tribune, c'est que 65% des Français approuvent et on l'ont lu et on réagit positivement. Pourquoi ? Parce que les meilleurs, au moment où on parle de pouvoir d'achat, au moment où on parle de climat, les meilleures énergies, c'est celles qu'on ne consomme pas. Et qu'il faut, c'est l'opportunité ou jamais, pour moi, parce qu'on innove quand on est dans une crise, comme on peut l'être, c'est l'occasion ou jamais, justement, d'aider collectivement, tous ensemble, c'est pas désigner les consommateurs et nos entreprises aussi de faire des économies, et je vais en parler, d'avoir un mouvement collectif, massif, comme on les a eus. Oui, d'ailleurs, je veux dire, le titre de la tribune, c'est le journal qui a choisi, c'était pas du tout celui qu'on avait recommandé. Nous, c'était « Mobilisons-nous pour les économies d'énergie », et c'était même, moi, j'avais même mis la chasse au gaspillage de retour, vous voyez, comme... parce que j'avais été très marqué quand j'étais jeune, pareil, le pétrole n'était pas allé à 1 à 10 $, je vous rappelle, les compteurs à essence, ils avaient 2 digits, il fallait passer à 1 franc quelque chose. Ça avait été, et ben ça nous avait tous collectivement. Et il y a plein de petits gestes qu'on avait appris qu'il faut juste qu'on réapprenne. Le chauffage à 19 degrés, la clim à 26, la machine à laver à 30 degrés et 800 tours minute m'ont dit... hein ? Non mais arrêtez les bureaux, les immeubles de bureaux à 22 h, on coupe automatiquement les lumières dans les immeubles de bureaux. Tout un tas de trucs qui vont pas. Le but, c'est pas d'embêter les gens. C'est simplement de remettre dans notre crâne ce qu'on avait appris quand on était jeune. Alors après, bien sûr, nous, moi, entreprise Total Énergie, il se trouve que oui, en ce moment, on a des résultats plus élevés et qu'on a décidé d'ailleurs de consacrer 1 milliard l'année prochaine à économiser l'énergie dans toute l'entreprise. Parce que je suis un très gros consommateur d'énergie moi-même dans mes raffineries. Et donc, on a nos propres programmes d'économie d'énergie. Donc, c'est une mobilisation qu'il faut faire. Et il se trouve qu'en plus, ça touche le pouvoir d'achat, l'argent, ça touche les émissions et ça contribue à la sécurité d'approvisionnement. Tout ce qu'on pourra faire. Or, aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, on s'est mobilisé. On n'a jamais autant, nous n'avons, Total Énergie, jamais autant importé de GNL en Europe que durant le dernier hiver. Tous les terminaux que nous avons, et nous avons à peu près 25% des capacités européennes d'importation de GNL sont pleines, ont été pleins. Et nous continuerons à le faire. Pourquoi ? Parce que je vous dis, nous sommes 2e acteur mondial. Nous produisons du GNL dans 11 usines différentes. Nous sommes le premier exportateur de gaz naturel liquéfié des États-Unis. Et notamment, on l'a redirigé vers l'Europe, bien évidemment. Et dans ce cadre-là, on a proposé au gouvernement, puisqu'on a 2 unités flottantes de regasification, d'en mettre une au Havre, qui viendra en septembre 2023, si le Parlement approuve le projet de loi, parce qu'on a besoin, compte tenu des procédures, d'un projet de loi pour accélérer, non pas pour passer outre le débat démocratique, simplement pour regrouper les procédures en une, pour éviter de perdre... Et donc ça, c'est très important que ce projet de loi soit adopté, si je le dis, puisque j'en profite, puisque je suis présent. Et c'est la bonne commission, je sais. Et par ailleurs, la 2e unité flottante, le gouvernement allemand, sachez-le, nous a contacté récemment pour qu'on implante la 2e en Allemagne. En France, on a regardé les autres sites. Il se trouve que pour des raisons de réseau, Le Havre est bien placé, genre avec GRT Gaz et Engie. Dunkerque et Fos n'apporteraient pas grand-chose compte tenu après des écoulements vers l'Europe. Donc on est en train de se mobiliser. Le terminal du Havre, sachez que Total Énergie a accepté à la demande du gouvernement de l'opérer, de prendre en charge les investissements et de fournir le gaz. Donc on assurera. Ça représente quand même 5 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est un apport intéressant, je dirais, qui fait 15% de la consommation pour injecter plus de gaz dans le système européen. Je pense qu'il faut se mettre dans l'idée que d'une façon ou d'une autre, le gaz russe va s'arrêter. Et que d'ailleurs, de temps en temps, presque le fait qu'on aurait décidé de l'arrêter de nous-mêmes Européens éviterait de donner une arme au président russe contre nous, pour nous, je dirais, vous savez, le supplice à petit feu, là, en ce moment. Et donc, il faut se mettre dans cette idée-là. On s'y est mis. Aujourd'hui, les stocks remontent, donc ça va bien. Alors, un mot quand même des énergies renouvelables, parce que dans ce paysage-là, elles ont un vrai rôle. Elles sont locales. Elles dépendent de nous. Donc, les énergies renouvelables, c'est un moyen d'assurer notre indépendance énergétique. Je ne parle pas du nucléaire, parce que je vais laisser mon collègue d'EDF, et je soutiens tout à fait le programme français décidé par le gouvernement sur le nucléaire. Mais c'est local. Donc, il faut se mobiliser
sur le biogaz, bien évidemment, parce que ça, j'ai dit gaz, énergie, transition, il pourrait y avoir une suite décarbonée. Il faut se mobiliser sur les énergies terrestres. Alors, je sais que le solaire a plus de publicité que l'éolien. Certains d'entre vous m'écrivent régulièrement des courriers, donc je fais attention. Mais l'éolien offshore est un vrai potentiel. Il faut savoir en tête quand même que les 3 énergéticiens français ont dépensé au début de l'année 2021 plus de 2 milliards de dollars pour acheter des concessions aux États-Unis, c'est-à-dire Engie, EDF, nous, 3 concessions offshore. J'aurais préféré quelque part pouvoir dépenser cet argent, puisqu'en fait c'est des ressources rares, hein, acheter du domaine maritime, c'est comme des fréquences terrestres. Hein. Et d'ailleurs, je trouve que plutôt que d'avoir des procédures compliquées d'attribution, aux États-Unis, c'est assez simple, ce sont des enchères. Chacun d'entre nous, il y avait 7 concessions offertes, on en a acheté chacun une, on a dépensé 2 milliards de dollars, et finalement, on va réaliser derrière les projets, et qui sont des projets, pour ce qui me comptait, de près de 3 gigawatts. Donc c'est des énormes concessions. On a également fait la même chose au Royaume-Uni. Donc moi j'aspire maintenant à ce qu'en France, on lance ces concessions maritimes, et qu'on les lance de façon la plus transparente et la plus rapide possible, après aux industriels de prendre les risques, comme on l'a fait au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Voilà ce que je recommanderais. Bon, je ne vais pas parler d'éolien à terre. J'ai un point de vue là-dessus. Je pense qu'il faut, quelque part, probablement mieux s'organiser. Moi, c'est le mot planifier, je pense, qui est important pour votre loi à venir. Et il faut planifier l'espace. Les renouvelables, leur vrai sujet, ce qui est rare, c'est les terres. La limite, c'est les territoires. Moi, c'est aujourd'hui, j'ai des gens partout qui cherchent à avoir accès à des territoires. Pour être honnête, je pense qu'on s'épuise avec des procédures. Je me demande dans quelle mesure il ne faut pas qu'on pense l'éolien terrestre comme on l'a fait pour des grandes zones industrielles, c'est-à-dire des grands parcs d'éoliens terrestres, dans des zones où il n'y a pas trop d'habitants, mais il est clair qu'aujourd'hui, les éparpiller et imiter le paysage avec des éoliennes, ça commence à poser problème. Et je dois dire, c'est très inefficace pour nous, parce que pour mettre 10 éoliennes, on y passe 3 ou 4 ans, ce qui à la fin fait quelques mégawatts et ne règle pas du tout le problème de la transition. Donc il faut qu'on repense ce sujet de façon à... Mais il faut planifier l'espace avec les régions, avec les territoires, parce que les acteurs privés que nous sommes ne pouvons pas, à nous tout seuls, on ne peut pas se substituer à des puissances publiques. La planification est une responsabilité de l'État et des collectivités. Voilà ce que je dirais pour l'introduction sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Monsieur Pouyanné. Je vous laisse la parole, Monsieur Benayoun, sur le point de vue d'EDF. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à excuser Jean-Bernard Lévy, qui... signataire donc de cette tribune dont nous venons de parler, qui ne pouvait pas être présent ce jour. Et je voudrais vous remercier aussi d'avoir invité le groupe EDF à s'exprimer sur des sujets énergétiques particulièrement brûlants en ce moment. Bon, l'actualité nous rappelle l'ampleur du défi que représente le basculement de nos sociétés vers un monde neutre en carbone. La guerre en Ukraine a mis en évidence la dépendance de l'Europe aux importations de gaz russe, même si sur ce plan, la France est plutôt mieux placée que la moyenne européenne, même nettement mieux placée. Et elle nous incite à réduire notre consommation de gaz, évidemment, à ce titre. Et par ailleurs, la production nucléaire fait face à des arrêts de tranche prolongés cette année, pour un sujet dont vous avez entendu parler, bien sûr, la corrosion sous contrainte, et ce qui se traduit par des perspectives de production plus basses que les valeurs nominales, que les valeurs moyennes, historiques, pour 2022 et 2023. Donc ce champ de contrainte, évidemment, nous amène à revoir la gestion de nos approvisionnements et à faire tout ce qui est possible pour sécuriser le système électrique et en assurer l'équilibre, d'autant que dans le système électrique, vous le savez, il n'y a pas de capacité de stockage, donc il y a un enjeu d'énergie qu'il faut livrer à nos clients pour l'hiver, mais aussi de puissance qu'il faut assurer à la pointe. Cette dualité rend la question encore un peu plus difficile. Donc à ce sujet, une task force a été mise en place par le gouvernement pour voir ce qui se passe si on s'approche d'une pénurie, parce qu'on la voit venir quand même en général. C'est lié à des conditions soit de difficultés d'exploitation, de difficultés d'import ou de conditions climatiques qui augmentent la puissance appelée. Et donc à proximité de la crise, si des décisions doivent être prises, eh bien le gouvernement le fera, et nous travaillons bien sûr dans le cadre de cette task force pour préparer effectivement une éventuelle crise. Donc sur un plan plus structurel maintenant, et pour parler vraiment de demande et de sobriété, je tiens à rappeler et à illustrer l'engagement de longue date du groupe EDF pour les usages performants de l'électricité. C'est un leitmotiv chez nous. Un de nos grands dirigeants, il y a une vingtaine d'années, disait qu'il faut développer tous les usages de l'électricité avec le moins d'électricité par usage. Et ça paraît anecdotique, mais on n'a jamais cherché à développer les volumes consommés chez nos clients. On a toujours cherché à développer la présence de l'électricité, mais à développer des usages performants.
Et de la même façon, on a un positionnement de conseil de nos clients, qui est d'ailleurs une obligation au titre du tarif réglementé de vente, c'est que lorsque des clients nous appellent, nous leur posons de nombreuses questions sur leur installation pour qu'ils aient le contrat le plus adapté à leurs besoins. Donc concrètement, ne pas leur donner une souscription de 12 kVA si 6 kVA suffisent. Donc depuis 10 ans, nous avons promu une application qui s'appelle EDF et moi, qui permet de donner à tous nos clients particuliers, alors il y a des dispositifs aussi pour les entreprises, mais qui permet de donner à tous les particuliers des informations précises sur leur consommation, sur le coût de celle-ci, sur leur courbe de charge depuis que Linky a été développé. C'est un très grand avantage. Et ça permet de proposer à nos clients des éco-gestes, des gestes permettant de modérer leur consommation ou de leur suggérer aussi des remplacements d'équipements, parce que sur la base d'une courbe de charge, on sait dire si la difficulté, c'est une consommation électrique de froid, d'électricité, d'éclairage ou d'autres usages de l'électricité. Donc ça, c'est un point très, très important. Et nous avons fait des analyses sur l'effet que pouvait avoir la consultation régulière de cette information. Les clients qui sont les plus utilisateurs de ce dispositif arrivent à des réductions de consommation jusqu'à 12%. Et en moyenne, on est à 5% par an. Donc c'est tout à fait important. Les petits gestes, la mobilisation de tous, ce n'est pas d'ordre 2, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Alors maintenant, effectivement, même si nous faisons des campagnes pour promouvoir ces dispositifs, il n'y a que 6 millions de Français, parmi les 22 millions qui sont clients d'EDF, qui utilisent ces applications, malgré tous les efforts que nous faisons. Et nous aimerions doubler ce chiffre, et nous pensons que la campagne que va faire le gouvernement à la rentrée pour développer la sobriété nous aidera, nous, avec nos propres campagnes, à diffuser ces moyens qui sont des moyens d'informer, d'alerter, d'inciter les clients à consommer moins. Dans le domaine des entreprises, nous avons aussi des offres tout à fait significatives pour aider nos clients dans l'industrie ou dans les collectivités locales à consommer moins. La société Dalkia, qui est un des leaders des services énergétiques en France, qui comporte 20 000 personnes, diffuse des contrats de performance énergétique depuis sa création, dans lesquels elle s'engage en fait, parce qu'elle a la main sur les équipements du client, elle s'engage à une réduction de la facture du client et de sa consommation. Et quand je dis elle s'engage, c'est-à-dire que si la consommation n'a pas baissé comme prévu dans le contrat, c'est Dalkia qui paye la différence. Donc là, on prend un risque financier. Et dans certains cas, le volume de réduction sur des périodes contractuelles qui vont de 5 ans à 10 ans peut être de moins 40%. Vous voyez, on prend l'installation d'un client et on lui promet jusqu'à moins 40% de réduction, même si plus souvent on est sur moins 15, moins 20. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'offres vers tous les clients qui permettent de modérer la consommation d'énergie. D'ailleurs, je vous ai distribué 2 planches. Vous voyez 2 choses très intéressantes. C'est que depuis les années, je crois, 77-78, la consommation d'électricité ne monte plus en France. Non, pardon, depuis 2000, excusez-moi. Elle ne monte plus en France. On est à 470 TWh de consommation d'électricité finale. Malgré la croissance économique, malgré le développement de la démographie et malgré le développement des usages. Et donc ça, c'est bien le signe qu'il y a un effort particulier de productivité que nous accompagnons et que nous appuyons avec nos offres. Un autre élément assez intéressant, c'est la consommation moyenne par ménage. Vous voyez, on est passé depuis 2010 de 5,6 MWh ou 5600 kWh. Les factures des clients sont plutôt rédigées en kWh. On est passé de 5006 à 4007. Donc vous voyez, c'est quand même moins 15%. C'est tout à fait significatif. Alors que dans le même temps, le nombre d'usages par foyer ne cesse d'augmenter. Donc vous voyez, c'est un point quand même très important. Et notre rôle d'énergéticien aujourd'hui, c'est effectivement d'accélérer ces efforts, de les réaliser chez nous, comme l'ont très bien expliqué Mme MacGregor et M. Pouyanné. Nous aussi, nous faisons des efforts très importants, de même que nous faisons aussi des efforts pour décarboner nos usages, nos propres usages énergétiques. Par exemple, nous nous sommes engagés pour que la totalité de nos flottes de véhicules soient des flottes électriques. On est déjà à 18%. Vous voyez, ça, on fait partie des quelques entreprises dans le monde qui se sont engagées à électrifier totalement leur flotte. Donc vous voyez, effectivement, c'est un effort de longue haleine, c'est un effort cumulatif. C'est vrai que cette année nous amène à faire des campagnes peut-être encore plus approfondies pour pousser la sobriété, pour pousser un juste usage de l'énergie, mais ce sont des efforts cumulatifs qui vont payer dans la durée. Je rajouterai un petit point, c'est la question de l'effacement.
que l'on peut considérer comme de la sobriété, mais c'est peut-être, je dirais, un abus de langage. En fait, l'effacement, c'est très important dans le secteur électrique. Ça consiste en fait à inciter un client à ne pas consommer une journée qui risque d'être particulièrement tendue, mais à reporter sa consommation ensuite. Ça, c'est quelque chose qui représente à la pointe 4 à 5 gigawatts. Donc, quand les puissances appelées à la pointe sont de 90, on a eu une fois un maximum à 100 gigawatts de puissance appelée. Donc, ces capacités d'effacement sont telles qui véritablement doivent aussi être encouragées pour gérer effectivement un possible manque de puissance cet hiver lié aux difficultés que j'ai indiquées en introduction. Donc, pour les clients, ce sont des tarifs, soit des tarifs à poste saisonnier, donc heure pleine, heure creuse, et c'est 10 millions de nos clients sur 22 qui sont équipés de ces tarifs, donc qui incitent à consommer la nuit plutôt qu'en heure pleine. Et c'est aussi des offres que nous allons relancer. Le gouvernement nous demande de le faire, notamment l'option Tempo, qui est une offre dans laquelle effectivement le client, un certain nombre de jours par an, s'il consomme, va payer un prix supérieur, et donc on va ainsi l'inciter à déplacer sa consommation du jour J au jour J+1. Donc ce sont des efforts très importants, et nous sommes effectivement un opérateur majeur dans ce domaine de l'effacement. Donc voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et vous dire que nous sommes très fiers d'accompagner ces transformations dans le domaine, donc tous les domaines de la consommation d'électricité et de gaz. Nous ne sommes pas un acteur du pétrole, mais nous sommes un acteur donc, de la promotion et de la vente de l'électricité et du gaz pour décarboner l'économie. Et ça représente chez nous 30 000 salariés, donc c'est une activité très importante à la présence d'EDF à Laval et qui effectivement se traduit, qui permet de porter toutes ces offres destinées à modérer la consommation. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je serai maintenant heureux de répondre à vos questions. Très bien, merci beaucoup pour ces 3 interventions liminaires. Il y a beaucoup de questions. Je vais commencer par notre président du groupe d'études énergie, Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la directrice générale, Monsieur le Président directeur général, Monsieur le directeur exécutif, chers collègues, effectivement, première remarque, s'agissant du volet souveraineté énergétique du projet de loi pouvoir d'achat, il comporte plusieurs dispositions pour contraindre les remplissages des stocks, gérer les coupures de gaz, réguler les installations ou les méthaniers, ou encore consolider l'Arenh. Les contraintes et les indemnités vous semblent-elles proportionnées? Et que pensez-vous de l'Arenh? Ne faut-il pas le remettre à plat? Concernant le bouclier tarifaire, le considérez-vous satisfaisant? On sait que les gels tarifaires pénalisent l'ensemble des fournisseurs et le relèvement du plafond de l'Arenh, le groupe EDF. À combien évaluez-vous cet impact? Du point de vue des consommateurs, seuls 22% de notre consommation nationale est couverte par les tarifs réglementés de l'électricité et seulement 7% pour ceux du gaz. Quid des clients non éligibles comme certaines entreprises ou collectivités, et comment anticiper l'avenir, car le bouclier tarifaire arrive à expiration en 2023 avec un rattrapage à prévoir sur les consommateurs. Et enfin, ne doit-on pas accorder une attention spécifique aux ménages en situation de précarité énergétique? Plus de 3,5 millions se trouvent dans cette situation avant la crise gazière actuelle. Faut-il renforcer les actions en leur direction, notamment par MaPrimeRénov' ou les C2E, enfin les certificats d'économie d'énergie? Merci. Je vais peut-être vous laisser répondre à ces premières questions avant de prendre des séries d'autres questions. Qui veut réagir? Il y a quelques questions sur l'électricité. Je vais répondre à M. Grémillet. Bon, je ne vais pas faire un long couplet sur l'Arenh. Vous savez à quel point l'entreprise est hostile à ce dispositif qui nous a coûté extrêmement cher. Mais par ailleurs, il n'a pas d'effet immédiat sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, puisque c'est un moyen simplement de mettre à disposition de concurrents de l'électricité nucléaire qui est déjà là. Donc ça n'a pas d'effet, si je puis dire, sur l'équilibre offre-demande. Sur le bouclier tarifaire, ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, il s'est traduit par une nette divergence des prix de l'électricité payés en France par rapport au reste de l'Europe. Il y avait un écart typiquement de 25%. On est maintenant dans un écart de 1 à 2. Là aussi, d'ailleurs, je peux vous donner quelques éléments. Mais à nouveau, là, il faut rappeler un point tout à fait central. Ce n'est pas EDF qui fixe les tarifs de l'électricité. C'est le gouvernement qui les fixe sur la base d'une proposition de la CRE. Sur la précarité énergétique, ce que l'on peut dire, c'est que les dispositifs pour aider les clients en situation de précarité sont nombreux.
Il s'agit notamment du chèque énergie, mais aussi de toutes les incitations à faire des travaux chez eux, notamment les C2E. Vous savez que le dispositif des C2E comporte 2 volets, C2E et C2E pour les clients précaires et grands précaires. Ça a permis effectivement, avec ma prime Rénov', de faire un effort, je dirais de financer, parce que ce n'est pas nous qui le faisons, mais nous le finançons au travers des C2E, un effort de rénovation ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Le terme n'est pas beau, mais je crois que tout le monde comprend bien l'idée. Et cet effort, il peut certainement être accru. Mais je pense qu'entre les efforts qui sont faits et le prix payé, il n'y a pas tellement de pays en Europe où on fait mieux pour la précarité énergétique que pour la France, puisqu'effectivement, dans la majorité maintenant des pays européens, le prix de l'électricité, il est 2 fois le prix payé en France, et les prix du gaz sont souvent équivalents ou un peu supérieurs, etc. Donc on est plutôt un pays qui a bien protégé les clients en situation de précarité. Juste pour compléter, soyons clairs, sur l'Arenh, ce n'est pas les concurrents qui en profitent, c'est les clients des concurrents. Puisque comme on s'y était engagé, bien évidemment, lorsqu'on reçoit une tranche à 50 € ou 48 € du mégawatt, on la retransfère dans les tarifs via la TRV. Donc ce n'est jamais En fait, la vérité dans cette affaire, c'est qu'en passant de 100 à 120 TWh, le gouvernement a fait absorber, via cette mise à disposition de 20 TWh, une partie du bouclier tarifaire, de façon à ce que ce ne soit pas de l'argent budgétaire. Alors, effectivement, vu de l'entreprise EDF, ça pèse sur l'entreprise EDF, mais il faut clair, nous aujourd'hui, notre entreprise, puisque j'ai 3-4 millions de clients en France, le bouclier tarifaire pèse sur nous. Et dans les résultats français de Total Énergie, puisque c'est un sujet à la mode, autant les parties raffinage doivent gagner de l'argent, autant la partie distribution de gaz et d'électricité perd lourdement de l'argent. Je dois vous le dire. Et donc, ce bouclier tarifaire, moi, je pense que, comme il l'est dit en ce moment, il y a une réaction immédiate. Il faut aussi, quelque part, à mon avis, réserver ce genre de mesures pour les populations les plus fragiles. Et que je pense qu'à un moment, une certaine population qui a un certain pouvoir d'achat peut ou doit connaître la réalité de ce prix de l'énergie. Parce que la transition énergétique, il ne faut pas se leurrer. Investir des trilliards de dollars, ça va coûter de l'argent. Et donc, il y a quelque chose qui est faux de faire croire à nos concitoyens qu'on va réussir à transformer le système énergétique avec une énergie qui coûtera le même prix, voire moins cher. Ça, c'est pas vrai. On va devoir faire cohabiter pendant plusieurs années les 2 systèmes. Donc, je pense que, bien sûr, qu'aujourd'hui, on a un problème d'amortir les surchocs. Et ça, il faut quand même trouver des mesures, le moyen de le faire. Mais en même temps, il faut qu'on habitue petit à petit au fait que cette énergie, et j'ai dit que je suis conscient que tout le monde veut qu'elle soit bon marché, mais quelque part, elle nous coûtera plus cher pendant cette phase de transition. Donc, c'est au gouvernement de définir les mesures, mais je trouve qu'aujourd'hui, le bouclier tarifaire, compte tenu que la crise russo-ukrainienne se poursuit, il y a peu de chances de voir les prix du gaz en Europe baisser, pour être honnête. Ils peuvent être moins hauts qu'ils le sont aujourd'hui, mais enfin, ils ne vont pas baisser. Donc, ça veut dire que cette somme qui avait été, je vous rappelle, le système, c'était l'idée que c'est passager, on fait un bouclier... un premier hiver, et puis que l'année suivante, on pourra se récupérer. On n'est pas parti dans ce scénario-là, donc moi je pense qu'il serait dangereux d'accumuler des sommes très importantes qui devraient être dues à des fournisseurs. Donc voilà ce que je pouvais dire. Les contraintes légales de la loi, pour ce que j'ai pu voir, ça m'a paru, en première approximation, je n'ai pas de commentaire, mais j'ai pas vu dans les notes de mes équipes de points chauds à ce niveau-là. Voilà ce que je pouvais répondre à vos 3 points. Et peut-être en complément sur l'Arenh, effectivement, c'est un outil que nous pensons important pour les fournisseurs alternatifs qui peuvent utiliser ces volumes pour proposer des offres intéressantes. Et nous, on est plutôt au contraire de se dire un mécanisme comme ça pour 2023, plus on peut l'anticiper, mieux c'est, parce que c'est maintenant qu'on est en train de construire des offres pour nos clients l'année prochaine, leur donner de la visibilité et un accès à une énergie à prix plus modéré. Nous paraît plutôt, au contraire, très important. Et un bouclier tarifaire, bien sûr, plus ciblé pour les clients les plus précaires, me paraît également une très bonne idée. Je rajouterais qu'il y a également des mécanismes qu'on peut utiliser. Et je voudrais souligner un mécanisme qui s'appelle le Fonds de solidarité logement, moi, qui me paraît très intéressant parce qu'il a des applications extrêmement locales et donc permet aux conseils départementaux d'aider leurs clients par le biais de ces dotations. Donc nous avons augmenté bien sûr compte tenu des circonstances, mais je pense que pouvoir aider de manière très ciblée localement en utilisant la présence locale les clients les plus précaires me paraît un outil très vertueux que nous avons utilisé. Voilà. Et sur la loi, je pense que c'est vraiment important le remplissage des stocks. Après, le mécanisme garanti de l'État reste encore à définir. Merci.
mes chers collègues, vous êtes très nombreux à demander la parole. Je vous propose qu'on prenne les questions par 4, si vous le permettez. Et je vous demande d'être attentif au fait qu'on ne refasse pas les mêmes questions plusieurs fois. Voilà, merci beaucoup. La parole est à Françoise Férat, ensuite à Franck Montaugé. Merci Madame la Présidente, merci Madame, Messieurs pour votre présence ce matin. Je pense que ma question s'adresse particulièrement à Monsieur Pouyanné. Le prolongement de la guerre en Ukraine et les conséquences de ce conflit font craindre aux professionnels de l'énergie et à leurs clients de graves difficultés d'approvisionnement. Je m'explique. J'ai été interpellée par un professionnel de mon département, la Marne, livreur de fioul de gros volumes, de très gros volumes. Il constate en effet, et depuis plusieurs mois, une diminution de réapprovisionnement d'une clientèle confrontée à des prix dissuasifs, espérant, je pense, une mesure analogue à celle appliquée à d'autres énergies, espérant évidemment une baisse de tarifs. Concernant l'usage du fioul domestique, particulièrement utilisé, vous le savez, en zone rurale, les 3 millions de résidences principales ont la capacité de stocker près de 90% de la consommation annuelle. Anticiper le réapprovisionnement dès la rentrée des chaudières à fioul permettrait peut-être de limiter la hausse des coûts de ce carburant, à l'inverse d'une collecte concentrée sur les périodes de chauffe, d'une part, et constituerait, je pense, une véritable stratégie de stockage, d'autre part. J'ai saisi le ministre de l'Économie et des Finances sous forme d'une question écrite sur ce sujet. Il n'a pas encore eu le temps de me répondre. Le risque de rupture d'approvisionnement en fioul domestique afin de connaître, pour le coup, la stratégie du gouvernement et garantir la fourniture des ménages qui se chauffent avec ce carburant. Je souhaite savoir si, de votre côté, des stratégies sont réfléchies, prêtes à être mises en œuvre pour anticiper le stockage et éviter la rupture d'approvisionnement pour les ménages. Merci. Merci Françoise. Franck Montaugé, ensuite Fabien Gay. Merci Madame la Présidente, merci à vous trois pour votre présentation. Je me fais le porte-parole de Serge Mériou qui n'a pas pu être parmi nous et qui est en visio et qui demande à EDF, à M. Benayoun, si EDF possède des prévisions divulgables, communicables pour l'hiver prochain en matière de production, compte tenu des difficultés que rencontre le parc nucléaire. Voilà, est-ce qu'on va être encore à un niveau de production historiquement bas, de l'ordre de 300 TWh, vous nous le direz. Pour ce qui me concerne, vous avez parlé, M. Benayoun, d'effacement, de délestage. Il existe, à ma connaissance, à moins que ça ait été supprimé, dans la tarification d'EDF, en tout cas de l'électricité, un tarif qui s'appelait effacement jour de pointe. Est-ce que ce tarif fait partie de la boîte à outils qui permettrait justement de répondre aux questions d'effacement? Voilà. Et dernière question, adressée à vous trois. Beaucoup d'économistes spécialistes disent je le crois aussi, que le prix du carbone aujourd'hui sur le marché est beaucoup trop bas, qu'il faudrait qu'il soit plus élevé, et que dans vos modèles de décision d'entreprise, concernant notamment les investissements que vous engagez, que vous décidez, les taux d'actualisation que vous utilisez, donc qui permettent d'arbitrer entre le présent et le lointain dans le temps, devraient être harmonisés pour justement faciliter la transition énergétique. Donc je voudrais savoir si sur ces deux points, vous avez des critiques, des réflexions, des propositions à faire. Merci. Merci. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous les trois. J'ai des points d'accord et puis beaucoup de points de désaccord. Ça ne vous surprendra pas. L'inverse serait illogique. C'est pour l'ambiance. J'ai un point d'accord avec Madame MacGregor, c'est que toute fabrication d'énergie a un impact sur la nature. Toute activité humaine a un impact sur la nature. Et donc, c'est pour ça que pour en limiter les risques, il faut un mix énergétique. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et puis le reste, je suis en désaccord sur un certain nombre de choses, mais philosophiquement et politiquement,
Je pense que les crises que nous allons aborder et la question énergétique nous est posée en grand. On doit sortir l'énergie du marché et la considérer comme un bien commun. Mais ça, c'est un débat politique entre nous. Par exemple, si on ne sort pas EDF des griffes du marché ou de l'Arenh, EDF va continuer à être plombé. Par exemple, et ça c'est un désaccord avec M. Pouyanné, je comprends que ça l'arrange, l'Arenh, mais le gouvernement a demandé à EDF d'aller acheter des térawattheures à 350, voire 365 € sur le marché libre, pour ensuite les redonner et les revendre à ses principaux concurrents au prix de 42 €. C'est une aberration totale. C'est même pas le capitalisme libre et non faussé. C'est le capitalisme libre et surtout faussé. Pardonnez-moi. Et donc, si on ne sort pas de ça, nous allons être mis en très grande difficulté. Bon, ça c'est un désaccord profond. Et puis un deuxième, et ma question sera courte, on va avoir un débat sur le pouvoir d'achat et un projet de loi porté par le gouvernement, notamment sur la question énergétique. Il ne faut pas oublier quand même que pour 12 millions de Français, la question n'est pas de savoir s'ils mettent leur chauffage à 19, 20 ou 21. C'est que 12 millions de personnes, ils ne peuvent pas mettre le chauffage. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, moi je suis pour qu'il y ait de l'information, mais je ne suis pas pour qu'on culpabilise un certain nombre d'usagers. Pareil, sur la question de la voiture, 18 millions de personnes sont obligées de prendre leur voiture. Et donc je ne suis pas pour qu'on culpabilise les gens qui utilisent leur voiture individuelle parce qu'ils sont privés de transport collectif. C'est exactement la même question. Mais pour éclairer le débat, moi je pense que nous avons besoin de deux données. La première, c'est que depuis 6 mois d'inflation, on a besoin de savoir, je ne dis pas qu'il ne faut pas de profit, mais savoir les surprofits et les méga-profits. Par exemple, je vais citer un grand auteur, Michel-Édouard Leclerc, on ne peut pas dire qu'il est communiste, qui a dit qu'une partie de l'inflation était de l'anticipation ou de la spoliation. On a besoin de savoir ça, pourquoi ? Parce que ce n'est pas le même débat, ensuite, que nous devons avoir ici. Et pareil pour l'État. L'État, le principal question de rentrée d'argent, c'est la TVA. Et donc, quand il y a de l'inflation, ben, les caisses se remplissent. Et donc, il est facile de venir ensuite dire on va vous redonner 18 centimes, sauf que si les entreprises font 30 ou 40 centimes de méga profit et l'État engrange lui aussi 30 ou 40 centimes de TVA supplémentaire, et donc que ça pèse pour 80 centimes dans le portefeuille des Françaises et des Français, il est un peu facile de revenir et de leur dire au final, on va vous rendre que 18 centimes. Donc je pense qu'il nous faut des données claires et simples. Combien depuis 6 mois de méga ou de surprofit pour les entreprises et combien pour l'État de TVA supplémentaire? Et après, nous aurons un débat, chers collègues. Est-ce qu'il faut en rendre totalement ces méga profits? Est-ce que partiellement? Et si c'est partiellement, à quelle hauteur? Parce que je pense que les 18 centimes rendus aujourd'hui à la pompe à essence ne prennent pas en compte l'ensemble des surprofits réalisés par les entreprises et par la TVA, par l'État, qu'on a spoliés en partie aux usagers, notamment des pompes à essence. Voilà mes questions. Voilà, on n'attendait pas moins, Fabien. Jean-Claude Tissot, en visio. Merci, Madame la Présidente, Madame, Monsieur. Merci pour l'échange qui nous permet d'aborder directement les risques d'approvisionnement énergétique et bien sûr l'indispensable chemin à tracer vers notre souveraineté énergétique. Je souhaitais revenir rapidement sur la tribune que vous avez récemment réalisée sur cette thématique et qui a logiquement suscité de nombreuses réactions, comme vous l'avez d'ailleurs dit. Vous déclarez dans cette tribune, la meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Oui. Et si nous pouvons pleinement vous rejoindre sur l'indispensable objectif de cette sobriété énergétique, je tenais à vous faire part, mais comme ça a déjà été dit par plusieurs de mes collègues, de ma surprise quant à ces déclarations. Et même si vos intentions sont certainement louables, il est un peu facile de demander ces efforts aux Français sous l'angle de la cohésion sociale, alors que vous avez vous-même participé à cette ultra-libéralisation du marché de l'énergie, à des échelles différentes, bien sûr, et à cette spéculation continue dont nous payons en partie les conséquences aujourd'hui. Ainsi, de manière assez directe, je souhaiterais savoir si l'expérience des derniers mois, à la croisée entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, a fait évoluer votre regard sur l'organisation du marché européen de l'énergie. Une première question. Et vous parlez également d'une action à l'échelle de l'Europe et d'une solidarité européenne. Comment ces principes peuvent-ils s'inscrire dans le marché actuel? Est-ce le rôle des investissements publics de compenser les lacunes de ce marché?
pour que cela profite finalement au bout de la chaîne à des acteurs privés, ou n'est-il pas nécessaire de revoir en profondeur son organisation? Enfin, je souhaitais rapidement revenir sur la sobriété énergétique dont vous parlez de cette manière, une nécessaire sobriété d'exception. Et sans être despotique ni dogmatique, je considère qu'il s'agit d'une condition indispensable pour permettre notre transition énergétique. Et selon vous, quel rôle peuvent jouer les énergéticiens que vous êtes dans cette voie de la sobriété? Je vous remercie. Voilà des questions qui vont directement au but. Mesdames et messieurs, Monsieur Pouyanné, vous avez... Je vais prendre la première et puis après je laisserai celle où je sens que je peux répondre et vous aider au débat. Bon, le fioul, en fait, je veux dire, les consommateurs français de fioul sont des gens malins. Ils remplissent leur cuve quand le prix est bas. Je peux vous dire que quand en avril... Non, mais... Attendez. En avril 2020, quand le baril est devenu négatif, les prix se sont effondrés, on n'a jamais vendu autant de fioul domestique qu'en avril 2020. Mais... Bon, alors en ce moment, je pense que simplement ce qui se passe, c'est que les consommateurs, ils attendent en espérant que le prix va baisser. Le prix du pétrole a un peu baissé récemment, le prix du fioul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, ils auront du fioul. Oui, aujourd'hui, et d'ailleurs, dans l'affaire russe, je vous rappelle que nous avons très vite pris la position que nous arrêterions d'importer du pétrole et des produits pétroliers russes. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens d'assurer leur remplacement à partir d'autres sources mondiales. Quand on prend diesel et fioul domestique, en gros, on assure en Europe 3/4 de notre approvisionnement par le système de raffinage, et pour 1/4, on dépend d'importations. La moitié de ces importations viennent de Russie. Le reste vient essentiellement du Moyen-Orient. Donc on a 1/4 fois 1,5, 1/8, je dirais 12% de notre système diesel fuel qui vient de Russie. Et on va s'y substituer. De toute manière, à partir du 5 février 2023, nous ne pourrons plus faire appel à cela. De notre côté, nous interrompons au fur et à mesure les contrats, puisqu'on a des contrats d'1 an, et au fur et à mesure qu'ils viennent à échéance, on les interrompt. Alors d'où on va ramener le produit? On va le ramener notamment du Moyen-Orient. On a des raffineries, nous avons une raffinerie notamment en Arabie où on a la libre disposition des produits que nous y faisons pour les ramener où nous voulons. Donc on donnera priorité à l'Europe et bien sûr à la France. Bon, par ailleurs, notre système de trading est tel, on est en train de négocier en ce moment et il y a le prince héritier, l'émir d'Abu Dhabi qui vient à Paris lundi. On est en train de discuter à l'initiative du gouvernement français un accord pour pouvoir avoir accès à du diesel et du fuel venant des Émirats l'hiver prochain si on en a besoin, et Total Energy faisant l'opérateur de cet accord. Donc on est pleinement mobilisé, donc il n'y aura pas de problème de volume, je vous rassure. Après le prix c'est les marchés internationaux. Et en ce moment, ce qui se passe, je vais vous dire très clairement, c'est que ce que je viens de vous décrire sur le diesel a fait que les primes de diesel sont parties à un niveau que nous n'avions jamais connu. Pourquoi? Parce que le système est très tendu et qu'il est logique que le diesel russe vienne en Europe, c'est le moins possible. Donc, ce qu'on met le diesel russe en dehors du marché européen, il faut qu'il aille se mettre quelque part. Il va aller se mettre en Inde, il va aller se mettre en Afrique, il va aller se mettre en Amérique latine. Et du coup, on va devoir ramener, nous, des flux du Moyen-Orient, donc faire des trajets plus longs. Et pour l'instant, ce système ne s'étant pas réorganisé, le marché anticipe des difficultés. Et donc, on a des primes qui sont extrêmement élevées. Je vais vous dire qu'on a à peu près une prime de près de $20 du baril sur du diesel par rapport au pétrole. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire des marchés. Et ça, c'est un effet direct de la guerre et de cette disruption imposée par les sanctions. Pour des bonnes raisons politiques, mais c'est ça à quoi on fait face. Donc, par rapport à votre question, les volumes, oui. Les prix, moi, c'est pas nous qui fixons les prix du tout de ce marché. On est complètement... D'ailleurs, on réplique les prix des marchés internationaux. On est suivi comme le lait sur le feu. Après, on se pose des... Récemment, on a pris plusieurs décisions depuis le mois de mars. On n'a pas attendu même les 18 centimes du gouvernement, puisque c'est nous les premiers qui avons annoncé une restriction de 10 centimes sur les stations rurales, qu'on a étendue aux stations. Là, on a essayé de faire un effort supplémentaire à 12 centimes sur les stations d'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a beaucoup de Français qui consomment plus. Je vous rappelle que par ailleurs, dans le réseau Access, 50% de nos ventes d'essence et de diesel en France sont dans le réseau Station Access, qui bénéficie en permanence, en fait, d'un rabais de 10 centimes. En permanence. Donc, allez chez Access et les stations d'autoroute. Au passage, sur les stations d'autoroute, ce que je note, c'est que notre mouvement a entraîné certains concurrents à nous suivre. Et que les Français, là encore, réagissent bien, puisqu'on a vu que les stations sur autoroute de Total Energy ont vendu 20% de plus le premier week-end
que ce qu'elles avaient fait l'année d'avant. Donc on voit bien que le signal prix. Voilà ce que je peux vous répondre sur le fuel par rapport à vos questions. Un mot sur... vous vouliez la clarité, M. Gay, sur nos profits, vous l'aurez. Hein, vous savez, on déclare... on a des profits qui... Pardon ? Bon, soyons clairs, sur le territoire français, puisque l'impôt il est territorialisé, nous ferons des profits significatifs cette année sur le raffinage, à cause de ce que je viens de dire, après avoir fait des pertes pendant 2 ans. Donc, si vous faites un delta sur la France, bien évidemment, bien évidemment, nous paierons l'impôt sur ces profits que nous ferons en France. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, alors j'ai pas compris la question, excusez-moi. Méga profit, je vous dis que si vous me demandez ce que je viens de dire, quand le diesel vaut $25 du baril de plus, $20 du baril de plus, ce diesel qui l'année dernière, il y avait une prime qui était quasi nulle, on faisait des pertes d'ailleurs à ce niveau-là, si vous faites la différence entre $20 du baril sur le diesel dans mes raffineries, les raffineries françaises, et 0, si vous appelez ça un méga profit, oui, c'est un méga profit qui va donner lieu à un impôt, bien évidemment, que nous paierons. Après, c'est au Parlement de décider quel sera le niveau de taxation. Voilà ce que je peux dire sur ces points. Je pense qu'un point sur CO2, nous utiliserons $100 la tonne. Tous nos investissements utilisent $100 par tonne de carbone, tous. Et nous actualisons, le taux d'actualisation que nous utilisons dépend des pays. Pourquoi ? Parce que c'est dans le taux d'actualisation qu'on met le risque géopolitique. Donc notre taux d'actualisation est beaucoup plus faible en France qu'il ne l'est lorsqu'on investit en Irak ou dans un certain autre pays. Donc voilà, le taux d'actualisation uniforme, non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Il dépend, par contre, en général, il est uniforme sur l'Europe. Enfin, je dirais, l'Europe de l'Ouest, on applique le même taux, mais par contre, il est différencié selon les pays. Madame MacGregor. Peut-être un mot sur l'excellente question sur le marché européen et son évolution, et est-ce qu'il marche encore. Donc, peut-être simplement pour dire que c'est vraiment d'abord un sujet éminemment compliqué parce qu'il s'agit de mettre d'accord quand même 27 pays. Moi, j'ai une conviction qu'il faut garder un marché européen, que la robustesse, la résilience que nous garantit le fait d'avoir un réseau connecté, d'ailleurs que ce soit sur le gaz ou sur l'électrique, est visible, j'allais dire, au quotidien. Des fois, nous exportons l'électricité, des fois, nous en importons. Et pareil sur le gaz. Donc il faut arriver à faire évoluer ce marché, mais tout en gardant cette interconnexion. Et je pense que c'est important parce qu'on voit parfois des failles dans cette unité du marché européen. On voit les pays prenant des mesures. On voit également la décision de chaque pays, chaque État sur son mix énergétique qui parfois divergence, puisqu'on voit la France qui fait le choix du nucléaire, l'Allemagne qui ne fait pas le choix du nucléaire. Et on voit toute la difficulté, bien sûr, à garder les règles donc, d'un marché qui soit à la fois cohérent, qui maintient la cohésion de ce marché, tout en prenant en compte, bien sûr, des mix énergétiques très, très différents et des situations très différentes. Donc, ce n'est pas un sujet facile. Nous, bien sûr, on pense que le marché doit continuer à fonctionner de manière libérale, mais avec des mesures, par exemple, un accès à des contrats long terme qui permettent de donner à des clients une meilleure visibilité sur leur énergie. Et aujourd'hui, le marché européen le permet, mais de manière assez limitée. Donc, toute mesure qui permettrait à nos clients d'accéder à des contrats long terme nous paraît effectivement très importante. Peut-être un point sur le carbone en complément de ce qu'a dit Patrick Pouyanné, pour dire qu'effectivement, on travaille en Europe avec un prix du carbone qui continue, qui a quand même pas mal augmenté par rapport au passé. Il n'est pas complètement à 100, il est juste en dessous de 100. L'idée quand même, c'est de s'assurer que ça ne devient pas une arme anti-concurrentielle. Donc un ajustement, un mécanisme d'ajustement de prix du carbone aux frontières nous paraît important pour protéger la compétitivité, bien sûr, de nos industries. Il y avait également une question importante sur la sobriété énergétique, ce que nous faisons, nous, en tant qu'énergéticiens, pour développer, déployer cette sobriété énergétique, l'augmenter. Donc, 3 grands axes. Il y a évidemment tout ce qui se passe autour des campagnes, de la communication. On en a un petit peu parlé, je crois, tous. Ensuite, c'est sur les offres pour nos clients, qui doivent donc avoir 2 aspects. Un, c'est celui du pilotage dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis également, et on teste ça pas mal chez Engie, de récompenser. Alors aujourd'hui, c'est plutôt un système de points, mais récompenser des éco-gestes, des gestes qui permettent d'économiser l'énergie. On peut imaginer, et ça c'est un travail que nous devons faire, je pense collectivement, de s'assurer que ces points peuvent être traduits en avantages monétaires. Et enfin, sur les clients industriels, bien sûr, c'est tout ce qui concerne les services de décarbonation, à la fois du conseil, mais aussi sur les actifs énergétiques de nos clients, comment on peut les rendre, bien sûr, moins gourmands en énergie. Et ça, c'est extrêmement important et on est très engagé là-dessus également.
Voilà, je crois que j'ai couvert à peu près les questions et peut-être passer Monsieur à Marc Benayoun. Benayoun. Monsieur Benayoun. Oui, merci. Donc la première question à laquelle je souhaiterais répondre, c'est celle relative à la production de notre parc nucléaire. Est-ce que ce sera toujours aussi bas l'hiver prochain ? Donc cette année, effectivement, nous aurons une production comprise entre 280 et 300 TWh, qui est effectivement très, très basse, donc avec une valeur centrale de 290. L'année prochaine, donc sur l'année 2023, nous visons une fourchette de 300-330, donc avec une valeur centrale de 313 TWh. C'est quand même significativement plus, c'est 25 de plus en espérance. Et nous espérons qu'en 2024, la production va continuer à augmenter. Nous sommes actuellement en discussion avec l'autorité de sûreté sur le plan de remédiation à mettre en œuvre pour réparer effectivement les conduites qui font l'objet de fissures. Donc oui, le parc nucléaire va revenir progressivement à une production normale. Et d'ailleurs, je veux dire, pour 22 et 23, ces données sont très précisément décrites. Il y a dans le système électrique, pour que tous les acteurs de marché soient correctement informés, un système qui s'appelle REMIT, par lequel toutes les indisponibilités prévues doivent être informées. Donc, on donne la disponibilité prévue de nos tranches, et donc les valeurs que je vous ai données pour 22 et 23 sont accessibles à tous et visibles de tous les acteurs. Sur EJP et Tempo, c'est une très bonne question. EJP, c'est en fait le tarif historique à Pointe-Mobile, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'il y a eu 1 million de clients en France qui ont été des utilisateurs de JP. Aujourd'hui, on est à 400 000 parce que ce tarif est en extinction. Alors pourquoi il est en extinction ? Donc on ne le vend plus. Il est en extinction parce qu'il n'y avait pas de disposition heure pleine, heure creuse, et donc ça voulait dire que ces jours-là, les jours rouges, qui sont au nombre de 22, étaient des jours très pénalisants pour les clients. Donc on l'a remplacé par Tempo. Tempo, c'est simplement le EJP moderne. Et Tempo, on en a déjà 250 000 aujourd'hui, et on le promeut. Et cette année, on espère bien augmenter significativement le nombre. Mais effectivement, EJP n'est plus offert parce qu'on le jugeait trop pénalisant pour les clients. Sur le prix du carbone et les prévisions d'investissement et les hypothèses que nous faisons pour nos investissements futurs, ce que nous faisons, c'est nous prenons en compte en fait le risque industriel sur chaque catégorie d'investissement, et nous pensons effectivement que les investissements dans des technologies carbonées sont plus risqués, donc c'est pour ça qu'on les affecte d'une prime de risque un peu supérieure. Donc nous avons bien pris ça en compte, mais sur la question du prix du carbone, c'est un sujet éminemment politique. Je ne me prononcerai pas, je dirais simplement que ce qui est un peu gênant, c'est l'absence de stabilité sur ce sujet. C'est-à-dire que pour que le prix du carbone soit un signal efficace pour la décarbonation, il faut une politique qui soit constante. Or, on voit bien dans tous les pays d'Europe que tout le monde joue avec cette idée, mais entre les industriels, l'emission trading scheme pour les grands, les petits, la taxe générale sur les activités polluantes, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'allers-retours. Donc je crois qu'effectivement, il faut qu'on aille vers une politique de tarification du carbone qui soit plus durable, qui soit plus robuste et qui permette à tous les acteurs d'investir en fonction de cette politique. Et enfin, sur le marché européen de l'énergie, je partage tout à fait ce qui a été dit par Madame MacGregor. Le marché aujourd'hui est à des niveaux de volatilité totalement incroyables. On a besoin d'un marché pour le système électrique, c'est-à-dire d'un système de dispatch européen qui valorise les interconnexions, et donc ce qu'on appelle aussi le market coupling. Donc on ne peut pas quitter le marché, mais le marché de l'électricité, le marché de gros. Cela étant, ce que l'on peut dire, c'est que le prix actuel est un système dans lequel le prix du gaz, qui est très élevé pour les raisons que vous avez tous comprises, contamine le marché de l'électricité. Et donc là, on a une difficulté qu'il va falloir traiter. Et même l'Europe, qui était contre les propositions qui ont été faites et portées par Eurélectrique, commence à dire oui, à ces niveaux de prix, ça ne veut plus rien dire, c'est absolument insupportable. Les rentes inframarginales sont colossales, etc. Donc il y a des acteurs qui s'enrichissent beaucoup, d'autres à qui ça coûte beaucoup trop d'argent. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, c'est assez intéressant. Un système électrique qui repose sur 3 types d'actifs, des actifs de base, des actifs de semi-base et des actifs de pointe. Et tout ça est valorisé en fonction de la centrale marginale appelée. Et effectivement, plus on est à la pointe et plus c'est cher. Mais pour que ce système fonctionne, il faut qu'il y ait un certain équilibre entre le prix de la pointe et le prix de la base. Donc ça marche très bien, ça, quand le prix du gaz est à 15, 20, 25 euros. Quand le prix du gaz est à 100 euros, et que donc le barème de la pointe est à 300, ce système ne fonctionne plus. Donc effectivement, le marché européen de l'énergie, aujourd'hui, de l'électricité et du gaz, il pose problème, l'Europe le reconnaît, et il faudra sans doute réfléchir à des amendements à ce marché. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Pourquoi il ne marche pas, le marché du gaz ? Parce qu'en fait, on a construit un marché gazier en considérant que le gaz russe était du gaz domestique européen. L'erreur qui est faite,
et notre pays, notre grand voisin allemand va le payer durement, c'est qu'en fait, on a 40% de production domestique venant de la Norvège, de la mer du Nord. Le gaz russe représentait 30 à 40%. Donc concevoir un marché, et un marché qui est complètement spot, en fait, qui est complètement au jour le jour. Quand on possède, comme aux États-Unis, on est maître de sa production, ça marche. Quand on se met à dépendre profondément de l'étranger, eh ben, en plus on se découvre qu'il nous manque des capacités de stockage, eh ben, ça ne marche pas. Et la réponse qu'ont fait les pays asiatiques, notamment le Japon, maintenant la Chine également depuis 25 ans, c'est qu'en fait, ils ont décidé, pour que ça marche leur marché gazier, de mettre des contrats moyen et long terme. Nous vendons aujourd'hui, nous, l'acteur du gaz naturel liquéfié, je vends du GNL au Japon et au Qatar, beaucoup moins cher qu'aujourd'hui en Europe, parce qu'ils ont accepté de signer des contrats de 20 ou 25 ans, que ces contrats, que la durée, bien évidemment, en échange de la longueur de la durée qui me permet d'investir, ils ont des formules de prix liées au pétrole, mais avec en gros des planchers et des plafonds. Alors, les plafonds bougent un peu, mais en gros. Et donc aujourd'hui, quand je regarde combien je vends mon prix moyen à ces pays asiatiques, qui est en gros, disons, autour de $13 par million de BTU, disons $80 du baril, quand il était aujourd'hui en Europe, qui est un marché complètement au jour le jour, eh ben on est à $200. Donc le choix que doit faire l'Europe maintenant, ce n'est pas un problème de marché unique, c'est d'accepter que l'on puisse se commettre à moyen et long terme, que les acteurs puissent le faire. Naturellement, ça pose un vrai problème par rapport à la stratégie climatique. Parce qu'il faut trouver des acteurs européens qui acceptent de signer des contrats long terme gaziers, donc qui bénéficieront de ce prix. Il faut un horizon pour le faire. Pourquoi il manque des terminaux de regasification en Europe ? Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on vous écoute, les leaders politiques. Quand vous dites on veut sortir du gaz en Europe, pourquoi voulez-vous qu'on aille investir dans des terminaux de regasification en Europe qu'on amortit sur 20 ou 25 ans ? Il me faut 20 ans pour l'amortir, un terminal de regaz, au moment où les leaders politiques nous disent qu'on va sortir du gaz. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, nous, on amène des terminaux flottants. On amène des terminaux flottants parce que comme ils flottent, je vais les installer au Havre pendant 5 ans ou en Allemagne, et puis le jour où l'Europe nous dira « je veux plus ce gaz », on les ramènera, où ils sont d'ailleurs, il y en a un qui est en Chine, on est en train de le prendre de la Chine pour le ramener en Europe, on le ramènera là où il aura besoin. Donc on écoute les signaux politiques, et donc le marché, c'est pas pour moi la théorie du prix au coût marginal, elle marche, c'est plutôt que l'injection dans les marchés du gaz aujourd'hui est pas raisonnable, parce qu'on n'est pas assez producteur, on dépend de l'extérieur. Et en fait, la Russie n'est pas en Europe. Voilà ce qu'on est en train de découvrir. Notre commission est particulièrement sensible parce qu'un nombre de rapports que nous avons rendus à l'unanimité ici était tout à fait dans ce sens-là. Je donne la parole à 4. Je vais vous demander, mes chers collègues, une forme de sobriété, non pas énergétique, mais de la parole. Dominique Estrosi, ensuite Pierre Kuipers. Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Je voudrais vous poser quelques questions sur les logements. Puisque vous l'avez dit, nous le savons tous, le logement est déterminant pour réduire la consommation d'énergie. Pour les logements neufs, je voudrais savoir ce que vous pensez de la RE 2020 et est-elle aujourd'hui toujours adaptée compte tenu du contexte de crise ? Pour les logements existants, que pensez-vous du DPE, diagnostic de performance énergétique, et sa méthodologie est-elle suffisamment calibrée et bien calibrée ? Et puis, pour revenir sur 2 questions qu'a évoquées Daniel Grémillet, pensez-vous que les dispositifs de soutien public sont suffisants ? Je pense bien sûr en particulier à MaPrimeRénov'. Je rappellerai juste quelques chiffres en 2021. Seules 126 primes ont été versées à des propriétaires bailleurs et 69 à des copropriétaires, ce qui représente 0,5 et 0,01% du total des primes versées. Donc on voit bien que ce dispositif MaPrimeRénov' n'est pas à la hauteur d'une massification comme on devrait la connaître dans notre pays. Et donc ne pensez-vous pas qu'il faille agir d'urgence ? Enfin, les dispositifs des CDE, alors pour ne pas donc être redondant avec ce qu'a dit Daniel, je voudrais simplement savoir si les cas de fraude ont aujourd'hui été résolus. Merci. Pierre Kuipers, ensuite Daniel Salmon. Oui, merci Madame la Présidente. Si vous le permettez, 2 questions courtes. Pour décarboner et relocaliser la production d'hydrocarbures, Monsieur Pouyanné, nous pouvons développer le biogaz et les biocarburants. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le cadre de la planification que vous souhaitez sur la transition.
Nous savons tous que la France dispose d'atouts importants sur ces deux points précis, en raison de sa tradition agricole, je dirais, historique. Pour autant, l'essor du biogaz est entravé par un objectif de production de 10% d'ici 2030, et les biocarburants par un objectif d'incorporation, lui, de 7% à la même date. Je sais qu'on est un petit peu au-dessus actuellement. Nous savons qu'il est possible de faire un peu plus, bien sûr, sans générer, bien sûr, de conflits d'usage, tant sur le foncier que sur les prix agricoles, que sur la disponibilité des matières premières. Aussi faut-il revoir ces objectifs. Nous pouvons et devons le faire dans la loi quinquennale sur l'énergie de 2023, pour le premier, et la révision de la directive européenne sur les énergies renouvelables en 2026 pour le second. À très court terme, ne peut-on pas débloquer les projets de biogaz en attente et favoriser les technologies de conversion et d'approvisionnement en biocarburants? C'était ma première question. Ma deuxième question, sur une remarque très courte. Vous avez tous évoqué la sobriété et je vous ai entendu, les uns ou les autres, sur les ondes il y a quelques semaines, dire qu'il fallait savoir éteindre ses lumières quand on n'était pas dans la pièce, etc. et faire des économies tant on allait manquer d'énergie électrique pour l'hiver prochain et qu'il fallait être prudent. Alors comment comprendre qu'en 2035, la Commission européenne a décidé qu'il n'y aurait plus de moteurs thermiques et qu'il fallait passer, et la France soutient cette position, au tout électrique? J'ai du mal à comprendre ce paradoxe. Merci, monsieur, mesdames et messieurs, de me l'expliquer clairement. Merci. Daniel Salmon, ensuite Laurent Duplomb. Merci, madame la présidente. Madame, messieurs, je partage votre alerte sur ce qui va se passer cet hiver. Je suis ravi de vous entendre parler de sobriété, puisque je défends ça depuis des dizaines d'années. Nous luttons contre le gaspillage organisé, parce qu'on peut dire que ça a été organisé pendant un certain temps. Et donc, il faut effectivement s'employer à une forme de décroissance des consommations. Alors, je reviendrai brièvement sur la rénovation thermique. Effectivement, nous ne sommes pas dans la trajectoire, puisque l'année dernière, nous n'avons eu que 2500 rénovations globales, là où on devrait en attendre 700 000. Il faut vraiment là s'employer à résoudre ce problème des urgences, des passoires thermiques, parce qu'on ne peut pas demander à ceux qui ont déjà 2 pulls d'en mettre un 3e. Je pense que ce sont peut-être certaines élites qui devraient me donner l'exemple et mettre elles-mêmes le pull. Donc j'en appelle au Sénat l'hiver prochain à baisser la température de quelques degrés et peut-être de mettre des pulls, parce que c'est l'isolation la plus rapprochée. Je sais bien... Voilà. La question, eh bien, qu'est-ce que vous pensez donc de MaPrimeRénov', qui aujourd'hui n'apporte pas les solutions qui sont à la hauteur des enjeux? Concernant les énergies renouvelables, je suis ravi aussi de voir que vous les portez aujourd'hui. Il faut les porter beaucoup plus fort et faire en sorte que la contestation sur l'éolien terrestre ne soit pas également une contestation organisée. Donc je pense qu'il va falloir s'employer à cela pour effectivement redorer le blason de l'éolien. Je pense que l'énergie, par contre, c'est un point de désaccord. Je pense que l'énergie doit être à la hauteur du prix qu'il convient. L'énergie pas chère à amener le gaspillage. Je pense que là, c'est plutôt une question de revenus qui est à mettre en question, mais non pas le coût de l'énergie en elle-même. Merci beaucoup, Daniel. Laurent Duplomb, dans la sobriété. Merci, Laurent. Madame la Présidente. Je ne sais pas si je vais être dans la sobriété, mais je voudrais revenir sur des points très précis. J'essaye. Qui correspondent à ce que j'entends sur le terrain depuis 2 mois de façon récurrente. La première question, c'est par rapport au prix de l'électricité pour tous ceux qui ne sont pas au tarif réglementé et qui m'alertent pour leur entreprise sur les évolutions qui vont être colossales. Je vous prends 3 exemples. Le groupe Eurea sur la Loire et la Haute-Loire, qui va passer de 1,7 million d'euros en 2021 à 5,4 millions entre 23 et 24. La société Altrium, qui traite les ordures ménagères de tout le département de la Haute-Loire, qui me dit passer de 110 000 euros à 750 000 euros. Une scierie sur le département de la Haute-Loire aussi, qui va passer de 500 000 euros en 2021 à 2,7 millions en 2023. Qui peut croire dans notre pays que les marges bénéficiaires de ces entreprises puissent absorber ces évolutions aussi rapides et aussi importantes de l'électricité? Deuxième point, j'étais en visite du barrage de Poutès dans la Haute-Loire, qui a subi les foudres des demandes écologistes, donc qui a fait qu'on a rasé le mur du barrage pour ne turbiner que de l'eau en constant, c'est-à-dire 30 mètres cubes constamment.
La problématique qu'on me dit à la visite de ce barrage, c'est que la réalité de ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a une capacité de production d'électricité, certes, qui est assez bonne avec nos centrales nucléaires, mais là où on risque d'avoir un problème, ce qui explique pourquoi le gouvernement a été obligé de revenir sur une idée de fermeture des centrales thermiques, c'est les pics, c'est-à-dire les pointes de consommation d'électricité qui nous demandent de produire plus d'électricité à un moment donné. La seule possibilité, moi qui n'y connais rien, où on m'explique que pour faire face à ces pics, il n'y a que 2 solutions. C'est soit les barrages hydroélectriques sur lesquels on peut faire varier le turbinage, c'est-à-dire la capacité de produire de l'électricité en turbinant plus ou en turbinant moins, donc surtout pas le barrage de Poutès puisqu'on a effacé le mur, mais aussi les centrales thermiques à gaz ou à charbon. On me dit aussi que ces pics, on n'a rien de prévu pour les améliorer. Ma question, elle est toute simple. Quand penserons-nous en France recréer la possibilité d'avoir des projets de barrages hydroélectriques pour permettre cette évolution sur les pics? Sinon, nous serons condamnés pour traiter ces pics à réouvrir des centrales thermiques à charbon et à gaz. Et enfin, ma dernière question concerne le gaz. On nous dit, j'ai reçu le directeur régional d'Engie pas plus tard qu'avant-hier sur mon département, qui me dit que l'évolution du gaz va passer par la méthanisation. Ok, peut-être, c'est peut-être une bonne chose, mais quand pensez-vous que sur ces énergies renouvelables, on ait la possibilité, enfin, d'avoir une réévaluation du tarif de rachat de l'électricité ou du gaz en fonction de l'évolution des prix? Parce que ça, c'est pas prévu. Donc un agriculteur qui a une méthanisation et qui voit l'augmentation du prix du gasoil pour faire les cultures ne voit pas dans le même temps le prix de l'augmentation de l'électricité ou du gaz qu'il vend à un fournisseur parce que c'est un contrat sur 20 ans qui ne le prend pas. Merci Laurent. Voilà, Madame MacGregor peut-être. Voilà, non, simplement pour dire que c'est vrai que la RE 2020 et en général, je pense que il y a eu à un moment une vue qu'on pouvait accélérer la disparition du gaz en France. Je veux juste rappeler un chiffre. Un soir d'hiver en France, le réseau gazier fournit l'équivalent de 1,3 à 1,5 la puissance électrique installée. Donc la France sans gaz, ça voudrait dire qu'il faudrait plus que doubler l'infrastructure électrique existante aujourd'hui. Ce n'est juste pas raisonnable. Donc, en fait, nous avons regretté chez Engie la RE 2020 qui, en fait, fait comme si, assez vite, on va pouvoir se passer du gaz. Moi, je pense que c'est une erreur. On va avoir besoin du gaz pendant très longtemps. C'est un composant important de la transition énergétique. D'ailleurs, c'est reconnu maintenant dans la taxonomie. Alors, bien sûr, il faut travailler sur le contenu carbone de ce gaz. Donc là, je vous rejoins, monsieur. Le biométhane, en France, on a un potentiel qui est très important. On pense qu'il peut être révisé à la hausse. Moi, mes discussions avec les gouvernements sont plutôt constructives sur ce sujet. Et donc, j'invite, bien sûr, l'Assemblée à soutenir tout ce qui peut permettre d'accélérer tous les sujets de permis et d'autorisation de ces projets. Il y en a pas mal qui sont dans les tuyaux et je pense qu'on peut avancer à relativement court terme en plus, parce que c'est assez aujourd'hui. Bien sûr, il faut les faire de manière responsable, vous avez raison, bien respecter les pourcentages de production agricole, de production destinée au biométhane et au biogaz, mais je pense que c'est très vertueux. La France a de la chance, on est en avance, donc il faut y aller. Voilà, donc petite réponse sur le gaz, à la fois sur le biométhane et sur la RE 2020. Bien, sur le logement, juste un commentaire. Je pense que, comme vous l'avez dit, pour être copropriétaire, j'ai voulu, avec mes collègues copropriétaires, utiliser ma prime rénov'. C'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Et il se trouve que Total Énergie en gère, puisque j'ai des équipes chez moi qui gèrent les C2E. Je pense que je ne serais pas intervenu, je ne sais pas si ils auraient vu la couleur de la prime. Donc je pense qu'il faut qu'on simplifie ces systèmes. On est dans un système administratif où on n'a pas confiance les uns dans les autres au nom de la fraude. Et donc, à partir de là, on demande des papiers. Et si vous n'avez pas envoyé pas de papier 3 jours avant, 10 jours avant, on vous explique que vous êtes 2 jours trop tard. Bon. Et qu'il faut que le devis soit, je sais pas quoi. C'est trop compliqué. Il faut qu'on simplifie ces systèmes-là. C'est comme pour les bornes de recharge. Moi, je suis allé voir le président. Les bornes de recharge en France, on nous donne des subventions pour les déployer. Simplement, il y a 4 guichets différents et on a peur que Total Énergie ne construise pas la borne. Alors effectivement, j'avouais qu'on peut les contrôler, mais bon, je peux prendre des photos. Donc je pense qu'il y a un sujet de simplification. Je pense que c'est un bon dispositif, qu'il faut l'accélérer, mais il faut le simplifier et se mettre à la place des utilisateurs et pas simplement d'avoir, au nom de la fraude, on contrôle trop et on n'y arrive pas. Les C2E, c'est un outil administré.
il faut faire attention aux outils administrés. Ce n'est pas la même chose que MaPrimeRénov'. Ce n'est pas une subvention directe à la personne qui fait les travaux. C'est un système administratif très intelligent, simplement qui crée plein de grilles, et qui peut naturellement donner lieu à, je dirais, des systèmes qui donnent des points de C2E qui ne soient pas aussi efficaces que ce qu'on voudrait. Ce n'est pas la meilleure façon de faire des économies d'énergie. Et il faut faire attention, à mon avis, à vouloir étendre encore plus. Si la réponse, c'est on double les C2E pour faire des efficacités énergétiques, j'ai peur qu'on n'ait pas l'efficacité énergétique. Par contre, je vous rappelle, les C2E, à la fin, ils coûtent en France à peu près 5 milliards d'euros par an. J'en prends 20%, EDF 30. Simplement, c'est pas moi qui les garde. Hein. Ils repartent sur les consommateurs. Aujourd'hui, les C2E coûtent 6 centimes dans le prix de l'essence, coûtent 5 € du mégawattheure dans le prix de l'électricité et du gaz, en gros. Donc c'est un système qui tourne. Ce n'est pas une taxe, c'est un système. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux aider les gens qui font des travaux directement que d'avoir des systèmes trop administrés. Voilà pour le logement. Un point que je voulais répondre. Attendez, je vais noter. Biogaz. Le biogaz, enfin, juste un point. Il faut que... Oui, on a besoin d'un potentiel de biogaz plus important. La question, c'est qu'il faut que nos acteurs, que nous, on soit raisonnables. Soit on demande à l'État de nous garantir un tarif. Il nous garantit un tarif. Dire à l'État, c'est donc quand on fait un investissement, on n'a pas de risque. J'investis dans un méthaniseur, j'ai un tarif à 90 € ou 100 € du mégawatt, il va me le payer, quel que soit le prix. Quand le prix du gaz était l'an dernier à 30 ou 40 €, je recevais 90 €. Donc il faut qu'on soit tous raisonnables. Soit on a une garantie, et c'est une assurance, et quand le prix monte, on n'en bénéficie pas. Donc c'est un choix. Moi, en ce moment, je suis en train de demander à mes équipes, puisqu'on a 10% des biométhaniseurs français, est-ce qu'on doit rester dans le tarif régulé, ou est-ce que je dois racheter mon tarif et me mettre dans le marché libre, prendre une part de risque libre? Mais je pense qu'on ne peut pas demander, si vous me permettez, je ne suis pas l'État, à la fois à l'État d'assurer une garantie, et puis quand ça nous arrange, de prendre le surplus. Enfin, donc aujourd'hui, par contre... Je suis d'accord. Donc moi, je pense qu'il faut libérer les volumes. Et puis après, et aujourd'hui, un acteur comme Total Energy, on a eu une réunion la semaine dernière, j'ai demandé à mes collègues de lancer des constructions de biométhaniseurs en prenant une partie du risque sans demander la garantie de l'État sur tout le volume. Et on va libérer de l'investissement. Mais il faut que chacun des acteurs dans cette affaire soit cohérent, si je peux me permettre. Parce que sinon, on va demander à l'État de tout financer et à la fin, c'est quand même nos impôts qui financent. Faut pas... Tout ça, ça va pas. Donc voilà. Maintenant, il y a un vrai potentiel qu'il faut libérer, et y compris, alors je peux vous le dire, le vrai obstacle aujourd'hui, comme sur les labs, c'est les procédures. Enfin, moi, j'ai découvert ce monde du biométhane en rachetant la compagnie Fonroche. J'ai passé une journée à Agen, mais c'est diabolique. Enfin, vous ne vous rendez pas les efforts que font des équipes pour faire c'est fait pour... Il faut mettre un nombre d'autorisations. Alors, je sais bien qu'il y a des impacts. Alors, c'est dommage parce que c'est une énergie totalement locale qui crée des emplois locaux et donc qui a un vrai potentiel dans notre pays. C'est de l'économie circulaire, hein, le biométhaniseur. Ça fait des odeurs, mais c'est gérable. C'est moins moche qu'une éolienne. Voilà. Donc, en tout cas, on est favorable, mais il faut... oui, dans la prochaine PPE, il faut libérer les volumes. Après, à l'État d'arbitrer entre tarifs garantis et tarifs moins garantis. Aujourd'hui, le tarif ne serait pas garanti, les biométhaniseurs, effectivement, gagneraient de l'argent. Mais on ne peut pas... Le beurre et l'argent du beurre, si je puis me permettre, dans cette affaire. Véhicule électrique, je pense que Carlos Tavares a tout dit. Je pense que cette affaire, c'est un problème de poule et d'œuf. Maintenant qu'on a décidé que les véhicules électriques devaient venir, il faut qu'on déploie les bornes de recharge, et on va le faire. Et il faut bien évidemment que les réseaux électriques suivent, et que les moyens électriques suivent. Je ne sais pas, parce qu'on va prendre des mesures, et donc il y a une incitation très forte à investir maintenant, à faire les investissements. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. On attendait le signal, maintenant qu'on a le signal, on va investir lourdement, il nous faut de l'électricité. Mais pour la transition énergétique, c'est profondément de l'électricité décarbonée. Profondément. Donc il faut que les réacteurs nucléaires d'EDF soient là en 2035, et pas de papa 6, il en faut peut-être beaucoup plus. Merci Patrick pour cette déclaration. Donc effectivement, je voudrais commencer par ce sujet qu'on vient d'évoquer. Quand même rappeler qu'il n'y a pas eu de blackout en France depuis 1978 et que même si on est dans une situation très difficile, il y a quand même des très fortes chances que nous passions l'hiver sans délestage. Si les stocks de gaz sont normalement remplis, et ça présente bien, il faut savoir que les températures de déclenchement, c'est-à-dire celles qui amènent le système électrique à des puissances appelées énormes et à des risques, sont quand même de -4 degrés pendant plusieurs jours. L'année dernière, on a eu une vague de froid de ce type,
coup de chance, c'était entre Noël et le jour de l'an, à un moment où la consommation était faible, et donc il n'y a eu aucun problème. Donc je pense que dire qu'on va vers une situation catastrophique et qu'on va manquer d'électricité, personnellement, je ne le crois pas. Et justement, comme vient de le dire Patrick, le gouvernement a pris des décisions pour qu'on investisse à nouveau dans le nucléaire, au-delà du fait qu'on va revenir à une production normale. Oui, mais vous savez, c'est pas le rythme d'augmentation de pénétration des véhicules électriques, ça représente même pas 1% de la demande électrique cette année, hein. Il y a un point aussi que peut-être que vous ne savez pas, monsieur, mais c'est que la consommation en énergie d'un véhicule thermique est beaucoup plus faible que celle d'un véhicule électrique, que celle d'un véhicule thermique, parce que le rendement est bien meilleur. Donc quand on regarde les prévisions d'appel de puissance sur le système électrique au titre des véhicules électriques, c'est pas du tout considérable, c'est 10-15%. Donc pensez que d'ici 2035, avec les investissements qui sont faits dans le nucléaire et dans le renouvelable, on n'arrivera pas à augmenter notre potentiel de production de 10-15%, ce serait extrêmement défaitiste. Donc nous pensons qu'il est tout à fait possible, mais après, il y a la question des comportements et du changement, comme cela vient d'être dit. C'est pas évident d'amener tous les Français à changer leur véhicule, leurs habitudes, la façon dont ils se rechargent, et ça c'est un travail de longue haleine. Sur le logement. Alors, sur le logement, madame, effectivement, c'est une question très importante. C'est un domaine qui reste très émissif en France, avec beaucoup de CO2 émis, pour deux raisons. D'une part, parce qu'on utilise encore trop de fossiles dans le chauffage, et nous pensons qu'il y a des solutions modernes. La pompe à chaleur est une très bonne solution. Et par ailleurs, on doit faire mieux aussi pour développer l'isolation et l'amélioration de la qualité. Sur ce sujet, c'est vrai qu'il y a une pléthore de dispositifs et de procédures, entre les C2E, les C2E précarité, le fonds logement, ma prime rénov'. Ça reste quand même un petit peu difficile à lire pour les clients. Et je pense que même si le gouvernement a fait des progrès, on n'est pas encore sur ce sujet à un niveau de grande simplicité. Et quant au C2E, c'est vrai, ça coûte aux Français quand même 5 milliards. Ça finance en fait des travaux, tous les Français financent des travaux qui sont faits chez quelques-uns, qui bénéficient de ces C2E. Et donc, effectivement, c'est un canal de financement qui a pu occasionner des fraudes. Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a certainement moins de fraudes, mais il y a quand même le sujet de l'efficacité insuffisante de certains gestes. C'est-à-dire qu'on finance au nom de l'efficacité énergétique des travaux, ça améliore l'habitat, mais ça ne réduit pas la consommation. Donc, effectivement, c'est vertueux dans la mesure où ça soutient l'emploi, ça soutient les artisans qui font les travaux, mais sur le plan d'efficacité énergétique, l'efficacité n'est pas complètement encore démontrée. Alors mes chers collègues, j'étais en train de vous envoyer un message parce que ce rendez-vous et cette audition de ce matin est un miracle d'organisation pour avoir nos trois énergéticiens en même temps. Par contre, je m'étais engagée à terminer cette commission à 10 heures pour des obligations des uns et des autres, conseil d'administration, rendez-vous, etc. Donc il y a encore beaucoup d'inscrits et donc beaucoup de questions. Donc je vous propose à tous les trois que ces questions vous soient envoyées par écrit. Je suis désolée de couper cette audition. Il y avait encore beaucoup de questions. Oui, Jean-Marc, Patricia, bon, tous. Moi, je voudrais vous remercier beaucoup, tous les trois, d'avoir... Vous reviendrez, on vous réinvitera. Je suis prêt à revenir si vous le souhaitez. De toute façon, je pense qu'on aura des questions très importantes sur le devenir d'EDF, n'est-ce pas, Monsieur Benayoun, qui va nous occuper, je pense, dans les mois qui viennent, mais aussi sur les questions énergétiques les uns et les autres, plus en profondeur. Donc, merci beaucoup de cette première audition qui faisait suite à votre tribune, et merci à mes collègues de leur bienveillance et nous faire passer les questions. On enverra un tir groupé de questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.